Cette conférence va maintenant être enregistrée. Il est 17h30, on est ponctuel, hein. Bon, écoutez, merci à tous de participer. Je vois qu'un certain nombre se connectent là actuellement. Bonjour Isabelle, également Isabelle Vivon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Donc, webconférence animée aujourd'hui par Generali, qui est partenaire depuis quelques années du pôle, ou c'est le pôle qui est partenaire de Generali sur l'aspect management du risque, gestion du risque, notamment dans le label Mont-Blanc Excellence, et qui était intervenu à l'époque, il y a peut-être 3-4 ans, hein, dans un club excellence du label Mont-Blanc Excellence, sur justement le PCA. 2016, hein, sur le PCA. Ouais. Et on s'est dit que voilà, vous aviez une expérience absolument reconnue et en tout cas une expérience au titre de la connaissance et pas seulement du savoir, donc du vécu sur ce sujet qui était d'actualité aujourd'hui. En tout cas, ça nous a été réclamé par plusieurs entreprises, dont une chef d'entreprise qui est parmi nous et qui se reconnaîtra. Et on s'est dit effectivement que c'était bien de remettre ça à l'ordre du jour aujourd'hui dans cette crise. Donc merci à vous de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup. On vous laisse donc intervenir en une demi-heure, hein, une demi-heure de présentation, plus ou moins. Hein. Oui. Et puis donc les questions vont être posées sur le chat comme d'habitude. On relaiera les questions ensuite dans la deuxième demi-heure sur un échange donc un peu centralisé. Après, si on est moins nombreux, s'il y a peu de questions, on pourra laisser la parole circuler. Donc je me propose de vous donner tout de suite la parole. Merci à vous. Ok, merci Jean-Marc. Bon, d'abord, c'est un plaisir de retrouver le pôle d'excellence. Ça fait quand même pas mal d'années, en effet, qu'on travaille ensemble et qu'on a participé, évidemment, à sur la performance globale et la place de la gouvernance du risque dans la gouvernance de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, il y a maintenant 4 ans, il y avait eu cette intervention à la fois sur le partage de la vision de la performance de l'entreprise et de la place du management des risques dans l'entreprise, et à la fois, évidemment, sur le PCA et la gestion de crise. C'est un plaisir pour moi d'abord parce que je suis très attaché à la Haute-Savoie et puis au décolletage, puisque toute la démarche Generali Performance Globale est issue du décolletage, puisque quand même dans le décolletage, à travers l'excellence opérationnelle et notamment les outils de type AMDEC et autres, il y a vraiment pas mal de sujets qui permettent de travailler sur le management des risques dans les entreprises de décolletage. Alors pour m'accompagner, mes collègues Generali, donc Isabelle Vivon, je ne sais pas si Marc Espieux est présent. Marc qui est le patron de… Oui, je suis là, Laurent, bonjour. Merci Marc, patron de la prévention Generali, qui pourra peut-être répondre à ce moment-là s'il y a des questions sur la problématique de la prévention, de la remise en activité du site, ou si le site a été arrêté, ou les mesures à prendre par rapport à la prévention. Donc Marc est là pour répondre à ces questions. Et Isabelle Duvon, qui est souscripteur risque entreprise et qui donc connaît bien également le décolletage et la Haute-Savoie, puisqu'elle encadre nos réseaux d'agents et de courtiers sur la région. Alors, évidemment, cet exposé, il a une connotation particulière par rapport à la crise qu'on subit, puisque en fait, on est à la fois dans la gestion d'une crise sanitaire et en même temps dans la situation de préparer la reprise d'activité. Donc, on a bien quelque part 2 sujets. Un premier sujet qui est d'absorber le choc, faire face à l'enjeu sanitaire en préservant les collaborateurs, qui est évidemment l'élément essentiel, préserver les collaborateurs, préserver les salariés, protéger l'emploi, protéger le savoir-faire et les compétences, et puis obtenir l'engagement des salariés pour reprendre l'activité dans le respect évidemment du cadre légal et réglementaire. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. L'enjeu, c'est en effet de gérer cette crise sanitaire tout en mettant en perspective la reprise d'activité, ce qui fait par rapport à l'approche classique, évidemment, de la gestion de crise et du PCA, donne une orientation un peu différente
que lorsqu'on travaille, et on en parlera peut-être mieux que moi tout à l'heure, lorsqu'on travaille sur le management des risques, on imagine des scénarios, on imagine à ce moment-là la robustesse des différents processus par rapport à ces scénarios qu'on imagine. On est dans un scénario d'arrêt d'activité qui est lié à une crise pour laquelle, évidemment, maintenant on connaît en effet l'ampleur. Alors, moi, je voudrais seulement aborder les grands sujets un peu généraux et puis Vansrick rentrera vraiment dans le détail. Et le plus important et le plus intéressant, c'est qu'après, on débatte et on parle ensemble, en effet, de ce sujet et qu'on puisse, les uns et les autres, apporter un éclairage, sachant qu'il y a pas mal de littérature qu'on trouve sur le sujet, y compris sur le site du ministère du Travail. Donc, moi, je suis allé faire un tour. Il n'y a pas de fiche métier aujourd'hui sur le métier, sur des usines telles que celle du décolletage. Il y a un exemple sur une usine de fabrication de meubles qui n'est pas inintéressant, mais il n'y a pas aujourd'hui encore de fiche métier sur votre métier. Néanmoins, je pense que c'est intéressant, c'est de bien garder en tête les principes de ce qu'est la gestion de crise et de se poser en effet la question de savoir comment intégrer un système de gestion de crise dans l'entreprise et peut-être pour ceux qui l'ont déjà fait, regarder en effet valider peut-être les fondamentaux de ce qu'est un système de gestion de crise dans une entreprise. Alors, le principe de la gestion de crise, très, très schématiquement, c'est vraiment garder le contrôle dans une situation de chaos. C'est vraiment ça le sujet. C'est comment est-ce qu'on arrive à garder le contrôle de la situation et en même temps conserver la maîtrise de la chaîne de décision. En tant que dirigeant, c'est vraiment ça l'élément essentiel et les principes de la gestion de crise. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il est nécessaire d'actionner la cellule de crise pour conserver le lien avec toutes les parties prenantes. Donc, et après, on verra comment dans le détail ça peut s'organiser. Il y a évidemment la communication, les remontées d'informations et les redescentes d'informations qui sont des éléments essentiels. Et puis, il y a également la mise en perspective d'un mode de fonctionnement en mode dégradé, en mode conscient, en mode dégradé conscient. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on sort de la situation, c'est faire le bilan de la gestion de crise. Donc, voilà globalement les principes généraux de la cellule de crise. Et évidemment, dans la cellule de crise, ce qui est important, c'est également, quand vous la structurez, de pouvoir se reposer sur quelqu'un qui pourra prendre votre place si toutefois, évidemment, vous étiez dans l'impossibilité de pouvoir la. Le deuxième sujet par rapport à cette crise qui nous préoccupe, c'est évidemment de mettre en œuvre toutes les actions, en tous les cas, d'aller chercher toutes les informations qui intègrent les obligations légales. Donc, vous êtes responsable de la santé et de la sécurité des salariés. Donc, la loi prévoit qu'il faut prendre toutes les mesures de prévention, veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances. Donc ça, c'est en effet le cadre légal. On est dans un changement de circonstances qui doit en effet conduire à pouvoir mettre en œuvre toutes les mesures qui sont en effet demandées dans l'intérêt des salariés pour qu'ils puissent être présents à leur poste et bien entendu dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt général par rapport à la problématique de la reprise de l'activité. Donc ça, ce sont les grands principes qui conduisent à organiser une cellule de gestion de crise. Et je passerai, si vous avez besoin de ça, je passerai un peu plus dans le détail, mais là, je vais seulement garder les grands principes. La première des choses, c'est de se tenir informé des mesures prises par les pouvoirs publics quasiment jour le jour. Donc, et notamment toutes les mesures en matière de consignes sanitaires, de confinement, etc. Ça, c'est le premier élément. Alors, c'est un peu du b.a.-ba, mais c'est néanmoins intéressant et important de le rappeler pour valider en effet si tous les jours on est certain qu'on a bien les bonnes informations, si des informations sont en effet redescendues. C'est communiquer évidemment régulièrement avec les salariés ou leurs institutions représentatives, c'est en effet important, de manière à pouvoir également dialoguer avec eux sur ces différentes mesures. Là aussi, on est sur la nécessité du retour de la confiance des salariés. Et puis, on est évidemment, c'est nécessaire de définir les moyens d'informer, de manière à avoir
systématiquement toujours les mêmes moyens pour informer, de manière à ce qu'on soit certain que ces informations, elles circulent bien. Alors, ça peut être des plateformes téléphoniques, ça peut être un espace dédié, etc. Mais ce qui est important dans la gestion de crise, c'est de bien définir quels sont les moyens d'information et de pas en changer et d'identifier également les structures externes qui sont impliquées dans la gestion de la pandémie pour pouvoir aller chercher de l'information, comme j'évoquais tout à l'heure. Bon. Ensuite, ce qui est évidemment important, mais et vous le faites sans aucun doute, c'est d'avoir les liens avec les organisations professionnelles pour pouvoir en effet échanger, administration, cellules de crise également, des préfectures qui sont censées vous donner également des informations, médecins traitants de proximité éventuellement s'il y a des questions qui se posent. Donc cette logique de l'information est en effet très très importante et ça doit permettre au final de pouvoir établir une procédure simple d'intervention en cas de suspicion d'infection d'une personne sur le lieu de travail et si possible avec le médecin du travail. Donc ça, c'est vraiment les éléments clés qu'on retrouve notamment sur les différents sites du gouvernement, qu'on retrouve de manière assez générique et qui sont synthétisés dans ce que je viens de vous dire et pour lequel je pourrais en effet repasser le draft que j'ai réalisé. Ensuite, évidemment, c'est le dialogue, c'est identifier, évidemment, c'est sensibiliser, également faire le lien entre la sensibilisation et les consignes de travail. Et puis, là, je vous apprends rien, c'est évidemment identifier les personnes qui peuvent être à risque et instaurer le dialogue. Donc là, on est vraiment sur des schémas classiques de gestion de crise, mais qui là prennent toute leur importance dans la crise que l'on connaît avec des réunions qui doivent évidemment être de préférence tenues en visioconférence. L'autre élément, alors là, qui est assez intéressant et important, sur lequel il faut passer un petit peu plus de temps une fois qu'on a mis en place cette cellule de crise, c'est la réévaluation des risques en prenant évidemment en compte justement les risques qui sont liés à la pandémie. Donc, Vazrik y reviendra tout à l'heure. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à ce niveau-là, il faut organiser les risques qui peuvent être liés au télétravail. Et je pense notamment éventuellement à des problématiques liées à la cybercriminalité, parce qu'on voit en effet à travers le télétravail des menaces supplémentaires en matière de cyber ou éventuellement en matière de capacité des installations à pouvoir absorber le télétravail. L'organisation du travail, évidemment, mais ça, Vazrik y reviendra tout à l'heure. Et puis, moi, je vais surtout revenir sur le fait qu'on va être dans cette réévaluation des risques dans une logique de compromis. C'est-à-dire qu'il faut en effet réorganiser le travail en prenant en compte la distanciation, et en même temps, il faut faire des compromis avec un certain nombre de règles de sécurité dans le fonctionnement normal de l'entreprise et qui pour autant il ne faut pas négliger. Donc c'est sans doute le moment de rebalayer le document unique de sécurité et de réévaluer en regardant ce qu'il faut là où il faut faire des compromis pour mettre en évidence évidemment la maîtrise du risque lié à la pandémie. Après on peut se poser des questions, est-ce qu'on laisse des portes coupe-feu ouvertes de manière à éviter qu'il y ait des contacts sur la porte, etc. Bon, après, il y a des compromis qui peuvent être en effet faits durant cette période-là, mais d'une manière délibérée et toujours en remontant par la cellule de crise qui doit, elle, valider, prendre des décisions, révéler le risque en permanence. Ça, c'est vraiment un élément qui est essentiel. Et puis, on voit arriver, je parlais de la cybercriminalité, mais on voit arriver et remonter des tentatives de fraude aux fournisseurs en ce moment. Donc, d'où l'importance sur chacun des processus de réévaluer les risques en regardant en effet les zooms sur lesquels il faut peut-être être particulièrement vigilant si on se trouve en mode dégradé sur des sujets, sur des menaces comme ça qui peuvent réapparaître et pour lesquels il est nécessaire de ne pas lâcher prise en matière de management des risques. Donc, Louis-Rémy, je me permets d'intervenir. Est-ce que tu as des slides à passer puisqu'on est toujours sur la… Ah oui, excuse-moi. Oui. On est complètement accroché à tes paroles. Du coup, il y a une attention absolument soutenue. Mais peut-être pour le suivi, tu pourrais passer les slides. De toute façon, on enverra la présentation à tout le monde. Je suis pris dans mon exposé et excusez-moi, mais j'ai vraiment mis que
j'ai vraiment mis que les grands sujets. Donc, c'est vraiment gérer la crise, gérer l'arrêt. Là, on est vraiment dans une gestion de l'arrêt d'activité. Donc, on a bien ces deux éléments qui sont importants. Et en fin de compte, c'est bien le sujet de la résilience qui va se poser. C'est bien ça les sujets. Donc, on est sur gérer la crise sanitaire, c'est des principes d'organisation, de réévaluation des risques. Et ça, c'est super important. Et normalement, votre assureur, en tous les cas, c'est ce qu'on fait nous. Et Marc pourra peut-être répondre à vos questions tout à l'heure. C'est en effet ce qu'on fait nous dans le suivi, dans l'accompagnement de nos clients. C'est en effet se répondre aux questions sur ces fameux compromis qui peuvent être nécessaires, le temps de mettre en priorité la gestion des contraintes liées au Covid-19. Et puis, c'est évidemment avoir une parfaite intégration des obligations légales, parce que quand une des obligations de sécurité, on est obligé en effet de les intégrer complètement. Donc voilà, donc ça c'était le sujet. Donc on est bien dans cette logique-là. Donc finalement, je dirais qu'on se trouve. Alors, et je vais faire juste un petit commentaire sur la position de l'assureur. Et là aussi, on pourra y revenir tout à l'heure si c'est nécessaire. On a beaucoup parlé des assureurs dans cette crise. On se trouve finalement dans une situation de perte d'exploitation à la suite d'un consécutif à un sinistre non garanti qui est une pandémie. Et on est bien dans cette logique comme on traite une perte d'exploitation d'habitude à la suite d'événements tels que un prix de machine ou tels que éventuellement un incendie. On est bien dans ce cadre-là, mais là, on est à la suite d'une pandémie et donc on est dans cette situation de se poser la question en effet, comment est-ce qu'on va repartir à la suite de ce sinistre perte d'exploitation. Alors pourquoi les assureurs n'interviennent pas très schématiquement? C'est d'abord une question de technique assurantielle. L'assurance est bâtie sur le principe de la mutualisation. Donc, ceux qui, en fonction des primes qui sont payées, donc là, il n'y a pas de garanties qui ont été vendues aux assurés sur la perte d'exploitation sans dommage, et notamment suite à la pandémie. Et surtout, dans le principe de la mutualisation, on reçoit une indemnisation qui est finalement qui est sur les primes qui sont payées par l'ensemble des assurés. Or là, on est sur une catastrophe, sur un sinistre systémique. C'est l'ensemble des industriels qui sont touchés par un sinistre qui, lui, est d'origine gouvernementale. Donc, on n'est pas dans la technique assurantielle. Donc, on n'est pas dans le principe de la mutualisation des risques. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas dans un sinistre garanti en matière de perte d'exploitation au titre des contrats qui sont les contrats industriels que vous connaissez. Donc, schématiquement, on estime à 60 millions d'euros le coût des pertes d'exploitation qui seraient à payer à la suite de ce sinistre aux industriels. Le montant des primes, c'est le montant des fonds propres des assureurs, c'est 57 milliards d'euros. Automatiquement, le système assurantiel ne pourrait pas tenir, d'où l'importance donc les assureurs abondent un fonds de 400 millions d'euros, le fonds de solidarité. Et surtout, et c'est là où ce sera un effet intéressant de revenir sur l'après-crise, c'est les assureurs vont s'engager à hauteur de 1,5 milliard pour réinvestir dans les PME, pour aider à l'investissement, aider les PME au redémarrage. C'est plus là, en effet, que les assureurs vont intervenir, sauf des actions qui sont menées entreprise par entreprise. Generali en mène quelques-unes sur le plan commercial et autres, mais sur le fond et sur les chiffres importants, c'est surtout sur l'accompagnement de l'investissement et la réaffectation de fonds d'investissement qui vont être importants pour les PME, d'où l'importance d'être dans cette logique de management des risques et de continuité d'activité. Donc voilà les raisons pour lesquelles les assureurs n'interviennent pas. Néanmoins, nous, on se veut être en effet aux côtés de nos assurés avec un certain nombre d'actions. Et l'une des actions, évidemment, c'est de travailler et d'accompagner dans le cadre de la mise en place des plans de continuité d'activité et notamment de travailler sur cette logique d'analyse des risques. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans le fond de l'analyse du plan du PCA, donc ou même du plan de reprise d'activité, c'est Vazric qui va s'y coller. Mais les grands principes du PCA, c'est évidemment c'est prévenir des risques
pendant cette situation, on est dégradé, comme j'évoquais tout à l'heure, mais là, c'est tous les risques, évidemment. C'est partager, c'est évidemment analyser les situations et les faire remonter à la gestion de crise pour qu'on puisse en effet prendre ces décisions en étant en phase de risque, puisqu'on est en mode dégradé. Donc, c'est bien analyser ce mode dégradé et c'est mesurer également l'impact de la crise et de l'arrêt d'activité sur les parties prenantes, donc garder le lien avec les clients et avec l'ensemble des parties prenantes, les fournisseurs et autres, pour mesurer la robustesse de la chaîne de valeur. Et puis ensuite, évidemment, c'est commencer à imaginer la préparation du plan de crise. Donc ça, Vazrik va continuer. Et puis je vous proposerai, moi, de terminer sur une note un peu optimiste, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que vous avez dans le décolletage tous les outils pour faire du management des risques. Il y a d'abord, parce que l'ISO 9001 version 2015 permet de le faire sur les processus. La 31000 permet, l'ISO 31000, j'ai animé à la FNOR un guide de l'ISO 31000 sur la gouvernance du risque dans l'entreprise. Eh bien, je pense en effet que c'est le moment en effet de passer ce cap et de l'intégrer complètement dans les systèmes de management de l'entreprise. Et la crise, finalement, c'est une opportunité pour revoir le mode de fonctionnement de la gouvernance de l'entreprise et du management des risques. Et puis, il ne fait aucun doute que demain, le PCA, dans une version 22301, donc la version management du risque autour de la norme ISO 31, de la 22301, qui peut amener la certification, peut être pour les entreprises de la vallée un formidable outil de différenciation. Alors, c'est pas parce qu'on a créé le club ISO 22301 avec Generali et entre autres et Adenium plus d'autres entreprises, mais il y a vraiment là demain un facteur de différenciation à jouer là-dessus. Et puis l'autre point, c'est de travailler sur le capital immatériel de l'entreprise. Et je pense que ça vaudrait la peine de faire un autre webinaire là-dessus pour montrer en effet comment la robustesse du capital immatériel peut devenir en effet le sujet pour réfléchir à la reprise et une reprise autrement, en lien avec le territoire. On travaille également avec CCI France sur ces sujets de reprise et c'est vraiment là-dessus que les réflexions se portent. C'est par la robustesse du capital immatériel, par la valeur réelle de l'entreprise, par la redéfinition de ses objectifs, qu'en effet, je pense qu'on va pouvoir redémarrer avec les entreprises qui sont les plus performantes. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Vazrik pour la suite. Oui, merci Louis-Rémy. Pierrine, vous pouvez me désigner comme présentateur, s'il vous plaît? Oui, alors je vous demande un instant, je vous retrouve dans la liste. Désigné comme présentateur. C'est bon. Très bien. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Vazrik Minassian de la société Adenium. Donc, nous sommes spécialisés effectivement dans les plans de continuité d'activité depuis près de 20 ans maintenant. Avant de commencer, je tiens à remercier Montblanc Industrie, le pôle de compétitivité et Generali pour cette invitation. Nous avions eu l'occasion de nous rencontrer physiquement il y a quelques années de ça autour d'une présentation également sur le thème des plans de continuité d'activité. Donc aujourd'hui, les circonstances font qu'on va le faire sur le mode webinar, mais évidemment, le support qu'on vous présente ici vous sera transmis par la suite à cette présentation. Alors, comme l'a dit Louis-Rémy, alors je vais voir si mon... je ne sais pas pourquoi mon diaporama est bloqué. Est-ce que vous êtes en pause? Non, c'est bon, c'est parfait. Bon. Donc, comme l'a dit Louis-Rémy, cette reprise d'activité va reposer sur deux piliers. D'une part, les mesures sanitaires que vous devrez mettre en œuvre, et c'est là l'absolue priorité, puisque sans ces conditions, sans des bonnes conditions de travail, il n'est pas envisageable de reprendre la production tant que les barrières sanitaires ne seront pas mises en œuvre, tant qu'on n'assurera pas la sécurité et la santé du personnel. Ensuite, une fois que les prérequis seront
ces prérequis sanitaires seront mis en œuvre, on pourra envisager la reprise d'activité. Alors, concernant les mesures sanitaires, alors je vous apprends rien, effectivement, vous avez eu connaissance de tous les moyens de protection, masques, blouses, gel, visière, qui peuvent être mis en œuvre pour protéger vos collaborateurs. Alors, généralement, alors on est confronté, nous, à trois situations chez vos confrères. Soit l'entreprise a continué normalement son activité et des équipements de protection ont été remis, soit l'entreprise, deuxième situation, fonctionne en mode dégradé et donc il y a déjà eu une organisation de travail qui a été mise en œuvre qui permet cette reprise, soit, troisième situation, la production est à l'arrêt et il va falloir redémarrer. En tout état de cause, à l'entrée du site, vous pourrez disposer ces équipements de protection que vous allez pouvoir remettre à chacun de vos collaborateurs. Et souvent, on nous pose la question, mais oui, mais où est-ce que je peux m'approvisionner? Alors, Pierrine m'a donné le lien que vous voyez à l'affichage et qui vous sera remis par la suite, qui a mutualisé l'ensemble des fournisseurs de la vallée, mais également de la région, qui peuvent, dans des circuits courts, vous alimenter en équipement de protection. La région devrait nous mettre à disposition, je dis bien, nous mettre à disposition des équipements pour chaque individu. Ensuite, il y a des initiatives au niveau des métropoles, des villes. Donc, en théorie, nous devrions recevoir en temps et en heure et avant la date du 11 mai, ces équipements. Ensuite, l'une des bonnes pratiques, là, on est en train de vous communiquer un peu ce qui se pratique chez vos confrères et ce qu'on retrouve fréquemment, c'est la prise de température. Effectivement, l'objectif, c'est d'empêcher l'entrée sur le site de production de personnel qui serait malade ou qui présenterait des symptômes et qui serait suspecté de porter le coronavirus. Donc, dans le doute, eh bien, on renvoie chez elle cette personne et on lui demande de contacter les services médicaux pour être pris en charge et pour éventuellement être testé, évidemment, puisque l'un des facteurs clés de succès de cette reprise portera sur la capacité dans la région à tester massivement le personnel. Le nettoyage des locaux est envisagé et recommandé toutes les 3 heures. Alors, justement, on le verra dans les conditions de reprise dans un deuxième temps, mais ça veut dire qu'aussi, en termes d'horaire de travail sur votre site de production, vous pourriez revoir les horaires de production sur une plage de 6 heures pour permettre ce nettoyage toutes les 3 heures. Et donc d'assurer un maintien en mode dégradé, au moins d'un certain niveau de production, et en parallèle de respecter les mesures sanitaires. Eh bien, toujours dans le respect des principes de distanciation sociale, malheureusement, les lieux de rassemblement, cafétéria, la machine à café, les distributeurs de boissons devront être fermés pour éviter effectivement que les gens ne soient trop proches les uns des autres. Ensuite, vous devez envisager une campagne d'affichage. Des affiches qu'on retrouve, comme l'a dit Louis Rémy, sur les différents sites des ministères et que vous pourrez disposer dans les couloirs à l'entrée du site, dans les sanitaires, pour rappeler les bonnes pratiques en matière de gestes barrières, lorsqu'on tousse, lorsqu'on se mouche, voilà, vous connaissez ces mesures. Ensuite, là aussi, Louis Rémy l'a évoqué, mais sur les aspects sécurité. C'est-à-dire, on a vu qu'il y avait des portes coupe-feu, il y avait des barrières, mais il y a aussi des dispositifs de protection de sûreté face à la malveillance. Alors, il y a une règle qui prévaut dans ce contexte-là, c'est que la sécurité
prime sur la sûreté. Ça veut dire que bien, certains ouvrants devront rester précisément ouverts pour empêcher les manipulations intempestives de type de contrôle d'accès ou de porte, etc., où il faut faciliter les flux et diminuer le plus possible les contacts. Alors, ça a un impact dans la logique dans laquelle le site va être organisé en matière de sûreté. Et on privilégiera une sûreté périmétrique versus une sûreté par zone où les zones seront relativement libres d'accès. Là aussi, les flux de personnel, les flux de livreurs devront, alors sur certains sites c'est déjà le cas, sont déjà distincts, mais il faudra bien distinguer une zone de livraison d'une zone d'accès du personnel et de sortie du personnel, puisque pour éviter que les gens se croisent et qu'on respecte les principes de distanciation sociale, il faudra que les entrées, si possible, dans la mesure du possible, que les entrées et les sorties du site soient distinctes. On constate également, et ça fait partie des recommandations, de mettre en place des fléchages dans l'établissement, au sol, tant pour respecter les distances de 1 mètre ou 2 mètres ou 1 ou 2 pas entre chaque individu, mais également de fléchage pour revoir les flux dans le site, toujours dans une logique de protection des salariés et d'éviter qu'ils ne se croisent trop. Alors, il peut y avoir, alors vous avez peut-être eu certains d'entre vous des cas avérés de personnes atteintes du Covid. Dans ce cas-là, vous devez mettre en place un protocole qui puisse prendre en charge la personne atteinte du coronavirus et également de gérer l'après, le jour d'après. C'est-à-dire reprévoir de délimiter cette zone, de la nettoyer, entre guillemets, de la mettre en quarantaine quelques heures, voire quelques jours. Ça dépendra de toute façon, vous serez sous les consignes de l'ARS qui vous dira combien de temps vous devrez laisser cet espace vacant. Bon, mais je vous apprendrai rien en disant que le recours à la visioconférence et aux différents outils est vivement recommandé dans ce contexte, puisqu'il faut limiter au maximum les réunions. Quand bien même elles sont physiques en présentiel, il faut respecter une distance d'au moins 1 ou 2 mètres entre chaque individu, et il faut les limiter autant que faire se peut. Ensuite, si vous avez une sorte de cantine, de réfectoire, alors la règle, c'est de privilégier les plateaux repas distribués par le service courrier au poste du collaborateur. Maintenant, si on ne peut pas faire autrement, on prend la cantine, le réfectoire, et on enlève une chaise sur 2 pour justement permettre cette distanciation. Et puis enfin, comme l'a dit Louis Rémy, les conditions de travail changent, évoluent dans le contexte actuel. Donc, vous êtes tenu réglementairement, et le CSE pourra vous le réclamer, de mettre à jour votre document unique. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pourrez les adapter en fonction de la spécificité de vos sites. Et une fois que ces conditions seront respectées, alors on pourra envisager la reprise d'activité. Alors, vous avez dû mettre au sein de votre organisation probablement une organisation de crise, avec les dirigeants de l'entreprise, avec les ressources humaines, ou le responsable PCA de plan de continuité d'activité, si vous en avez un, ou le responsable QHSE. Donc là, ce à quoi on est en train d'assister, c'est qu'on est bientôt au 40e jour de confinement, on est dans une crise longue qui va durer. Bon, certains prédisent qu'on va en sortir cet été. Personne n'est capable aujourd'hui de dire vraiment combien de temps va durer cette crise.
Mais ce qui est important, c'est qu'il faut s'inscrire dans la durée et surtout garder une traçabilité des décisions que vous auriez prises. Pourquoi? Parce que ça permettra de justifier, parce qu'il y a un engagement sociétal des mandataires sociaux vis-à-vis de la santé et de la sécurité du personnel, et garder une traçabilité des actions et des mesures de prévention pour la santé et la sécurité du personnel est nécessaire, c'est important. Vous le faites probablement déjà, c'est de maintenir un lien régulier avec vos collaborateurs. Bien avant la crise, on préconisait de mettre en place, par groupe, par pôle, des dispositifs de type WhatsApp, des groupes Teams, GoToMeeting, j'en passe, et des meilleurs. L'idée, c'est de garder le lien régulièrement. Pourquoi? Parce que les collaborateurs s'inquiètent pour leur santé, s'inquiètent pour leur job, puisqu'ils s'intéressent au carnet de commandes, ils s'intéressent à l'actualité commerciale, ils s'intéressent à l'actualité de la production. Et donc, le fait de maintenir un lien permanent va permettre de renforcer le lien avec les collaborateurs et de les rassurer sur le bon suivi de cette crise par la direction. En matière de reprise d'activité, alors, dans le meilleur des cas, vous avez un plan de continuité d'activité. Et le plan de continuité d'activité repose notamment sur un outil qui s'appelle le BIA, le Business Impact Analysis, ou qui s'appelle également l'analyse d'impact sur les activités. Donc, je ne vais pas développer longuement cet aspect-là, mais c'est un outil qui vous permet de prioriser les activités les unes par rapport aux autres selon leur niveau d'interruption de service. Donc, l'idée, c'est de regrouper par pôle et de définir quelles sont les activités prioritaires au sein de votre établissement. Par exemple, je prends une usine de décolletage, effectivement, il doit y avoir… Alors, on n'a pas une approche par processus, mais plutôt une approche par activité. On va se retrouver avec une centaine d'activités dans une entreprise donnée. Eh bien, on va considérer les activités qu'il faudra préserver une fois qu'on les aura entièrement listées, que ce soit les activités de production ou les activités support nécessaires au maintien de l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a défini les activités prioritaires à reprendre, il va bien falloir des équipes. Alors, vous avez entendu aujourd'hui l'annonce du président que la reprise dans les écoles se ferait sur la base, finalement, du volontariat. Ça, vous allez avoir immédiatement en conséquence chez vous les personnels qui voudront continuer à garder leurs enfants et ceux qui voudront envoyer leurs enfants à l'école. Et d'autant plus que le calendrier de reprise, selon les classes d'âge, n'est pas la même. Et on s'étend jusqu'à quasiment fin mai, 25 mai. Donc, il va falloir que vous identifier la liste des volontaires qui voudront reprendre leur activité et évidemment d'éviter de solliciter les personnes à risque ou les personnes ayant des pathologies, des polypathologies vulnérables au coronavirus. Selon le carnet de commandes en cours ou les stocks de commandes, le backlog qu'on pourra avoir à produire, l'objectif, c'est quand même de réduire les effectifs au maximum et d'adapter la politique relative à la prise de congé ou les RTT. Alors là-dessus, on a des approches tout à fait variables dans les établissements. Certaines ont recours au chômage partiel et proposent à leurs collaborateurs de repousser ou de reporter leur congé ou leur RTT selon leur convenance. D'autres imposent ces jours de congé et ces RTT et n'ont pas recours encore au chômage partiel. Bref, là aussi, il faudra que vous adaptiez une politique claire et qui soit, alors jusqu'à hier, qu'il y ait une approche collective, mais maintenant on rentre également, Bruno Le Maire a annoncé avec Muriel Pénicaud la possibilité de rendre individuelle sa politique
de chômage partiel. Donc, ça sera à vous de l'adapter en fonction des pièces que vous aurez à produire. Évidemment, c'est d'exploiter au mieux les mesures publiques et les aides financières au sein de votre filière, en ayant recours aux lignes de crédit qui sont contre-garanties par l'État, ne serait-ce que pour passer l'été, puisque un peu le feedback et un peu l'analyse qu'on a, c'est que les entreprises vont reprendre au mois de mai, elles vont arbitrer au mois de juin pour une éventuelle reprise d'activité vraiment progressive à partir de la rentrée de septembre. Donc voilà, c'est à peu près la tendance que l'on a aujourd'hui. Je vous ai parlé des horaires d'ouverture du site. Ben, vous pouvez les adapter en revoyant le règlement intérieur pour justement permettre le nettoyage du site, hein, toutes les 3 heures. Bon, j'en ai parlé du télétravail. Voilà. Ensuite, au niveau des lignes de production, eh bien, vous devrez veiller à ce que la distanciation sociale s'applique. Et en termes de manipulation de pièces, ça suppose peut-être de revoir un peu les procédés de fabrication. L'idée, c'est de limiter le plus possible la manipulation des pièces par un grand nombre d'individus. Idéalement, il faudrait qu'un individu puisse prendre la matière et produise de bout en bout sa pièce, ce qui suppose de la polyvalence en interne. Bon, c'est le cas extrême. Mais si vous pouviez limiter le plus possible les manipulations de ces pièces et les confier à une unique ou à une équipe ou à une unique personne pour la fabriquer de bout en bout de la chaîne, ce serait merveilleux. Bon, on n'est pas dans un monde idéal. Malgré tout, s'il faut manipuler ces pièces par plusieurs personnes, il faut que vous mettiez en place un protocole de nettoyage de ces pièces lorsqu'elles sont passées de main en main. Donc là-dessus, il faudra veiller à cet aspect-là. Ensuite se pose la question de la priorisation des clients. On a une certaine capacité de production, on a un carnet de commandes. Après, il faudra définir quels sont les clients prioritaires à servir. Alors évidemment, on privilégiera les opérateurs essentiels, les opérateurs vitaux. Vous devez en avoir, qui sont dans votre portefeuille. Et j'ai la visite de mon fils, excusez-moi. Antoine, j'ai la vidéo. Tu peux sortir, s'il te plaît? Tu peux sortir? Oui, désolé. Excusez-moi. C'est les joies du direct. Donc, comment va-t-on privilégier les clients? La règle, c'est les opérateurs vitaux, c'est les obligations contractuelles que vous pourriez avoir avec vos clients, qui peuvent vous imposer peut-être des pénalités de retard, sauf cas de force majeure, mais à vérifier les aspects juridiques et la continuité de la veille juridique de vos contrats. Ensuite, c'est de réaliser des retours d'expérience à chaud régulièrement. C'est-à-dire que n'attendez pas le rythme mensuel pour faire des retours d'expérience. Faites des retours hebdomadaires régulièrement pour voir ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Louis-Rémy l'a évoqué. Louis-Rémy a évoqué ce dernier point, c'est les aléas directs et indirects en lien avec la crise du Covid sur votre entreprise, votre organisation. Premièrement, alors on parlait du risque de cyberattaque, il est réel. Il est réel, il y a eu une augmentation des tentatives de phishing qui a été relevée par l'ANSSI. Il peut y avoir des évolutions de votre marché également. Quand on est en lien avec l'aéronautique, avec l'automobile, selon les évolutions du marché, il faudra peut-être s'adapter. Et puis, une autre tendance qui est assez facile à anticiper, c'est que on ne sortira pas indemne de cette crise, notamment les donneurs d'ordre vont commencer à vous réclamer votre plan de continuité d'activité. Et vous n'y couperez pas. Ça va venir de plus en plus dans les appels d'offres, ça va être réclamé par les acheteurs, vous risquez d'avoir des audits sur le sujet, puisque
le plan de continuité d'activité, il ne répond pas qu'au risque d'absentéisme face à la pandémie, mais répond également au risque de cyberattaque, au risque de feu, d'incendie, de perte de site, de perte d'équipement et également de perte de sous-traitants ou de fournisseurs stratégiques. Donc, il faudra envisager le PCA dans votre organisation. Et cette période de calme, justement, d'été, peut permettre aux équipes d'y travailler. Et pourquoi pas d'envisager une certification, puisque la norme ISO 22301 qui définit les prérequis et les exigences en matière de continuité d'activité est un standard qui est certifiable par les tiers. Et vous pouvez mettre en place un système de management intégré, évidemment, avec les autres normes que vous pourriez avoir, type qualité, environnementale ou santé, sécurité du travail. Et puis enfin, comme l'ont démontré certains membres du pôle de compétitivité, il ne faut pas oublier qu'on est encore à l'heure de la solidarité et de l'entraide envers les personnels soignants et même de l'entraide entre vous, et qu'il y a des initiatives qui sont prises pour fabriquer par exemple des visières, des masques, et n'hésitez pas à vous rapprocher de Pierrine pour vous aiguiller sur cette entraide qui est réelle et qui s'est mise en place au sein de votre pôle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous ai juste mis à la fin de la présentation un lien, vous l'aurez, pour accéder au guide, un guide de plan de reprise d'activité qui est également en cours de mise à jour, mais vous en aurez déjà une première version. Le lien est indiqué ici et vous pourrez le télécharger et vous documenter sur l'ensemble des points qui vous ont été présentés ici. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Vazrik. Effectivement, que je n'avais pas cité au début, et on se connaît puisque vous étiez intervenu dans ce Club Excellence en 2016. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Donc, effectivement, on passe au volet de questions. Il n'y a pas de questions sur le chat, mais on va donner la parole, sachant que la présentation a été bien fournie, bien complète et peut-être un peu plus longue que la demi-heure. Donc, il nous reste un quart d'heure de questions. Je voulais juste préciser, Louis-Rémy, tu as parlé, tu as dit que le sinistre était d'origine gouvernementale. Alors, il n'est évidemment pas d'origine gouvernementale, mais les solutions ne relèvent pas effectivement de l'assurantiel, hein, c'est ça que tu voulais dire, et plutôt de la protection de l'État en dernier ressort. Hein. Et puis je prends le sujet du capital immatériel et de comment, dans les outils pour le rebond et la reprise, en tout cas l'après-crise, qu'on est en train de préparer également avec l'observatoire qu'on a mis en place. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, n'hésitez pas à prendre la parole là, ou l'envoyer sur le chat et on se relaiera. On la relaiera. Oui, c'est l'arrêt d'activité qui est généré par les décisions gouvernementales, on est bien d'accord. Hein. C'est cette vision-là. J'avais juste une question. Est-ce que un salarié peut refuser la prise de température? Si elle refuse la prise de température, elle rentre chez elle. Oui, bien sûr. Êtes sûr qu'on n'a pas de risque là-dessus? Je ne suis pas certain à 100%, mais si elle met en danger la santé et la sécurité de ses collègues, il représente un risque pour les autres. Ouais. Donc, je préfère protéger mes autres collaborateurs qui jouent le jeu plutôt que celui-là. S'il ne veut pas, il reste chez lui. Okay. Oui, bonjour, je me permets d'intervenir, c'est Marc Espieux, le responsable de la prévention de Generali. Là, il s'agit, la prise de température à l'entrée, il s'agit d'une mesure de sécurité qui est légale. L'obligation de sécurité des travailleurs, c'est une obligation qui est à la charge du chef d'entreprise, mais également du salarié. Un salarié qui refuse demain de porter des équipements de protection individuelle, type chaussures de sécurité, vous pouvez l'empêcher de travailler.
C'est exactement la même chose pour un test de température à l'entrée du site. Ok, merci. C'est un équipement de protection dans le cadre du travail. Sauf erreur de ma part, Didier, je crois qu'il faut surtout pas enregistrer les données. Ça, c'est pas légal. Mais tu peux prendre la température sans enregistrer les données de personnel du salarié. Sauf erreur de ma part. Oui, sans doute, oui. Bien sûr. Après, si vraiment vous voulez le faire de manière tout à fait sécurisée, que dans votre entreprise vous disposez d'une infirmière du travail ou de sauveteurs secouristes du travail, dont un qui serait référent ou formateur, n'hésitez pas à vous faire accompagner ou à confier ce type de tâches à des SST. Ce sera toujours mieux perçu par les salariés. Ce seront les salariés qui seront en charge d'effectuer ce type de contrôle, ou alors de vous faire accompagner par un membre du CSE, par exemple. Vous voyez. Mais là, on n'est plus sur des mesures d'accompagnement pour que ça passe mieux au niveau psychologique, mais au niveau légal, vous êtes dans votre droit et le salarié a l'obligation également de participer aux mesures de sécurité qui sont obligatoires. Alors, on a une question qui est arrivée par le chat. C'est toujours donc l'histoire de la prise de température n'est pas obligatoirement à mettre en place justement en entreprise. Alors, toujours Marc Espieux, aujourd'hui rien n'est écrit. Rien n'est écrit, il nous reste encore 2 semaines, il faut s'attendre à avoir un certain nombre de choses qui vont arriver au fur et à mesure et au fil de l'eau. Ok, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, poser une question à travers le chat? Une remarque, il faudrait encore pouvoir acheter des thermomètres. C'est juste. Bon, si vous n'avez plus de questions, écoutez, je vous propose de remercier les intervenants. Merci à tous pour votre participation. Merci, j'ai retrouvé le son. Merci Perrine d'avoir pris le relais. Merci beaucoup effectivement à tous, aux intervenants. C'est un sujet effectivement passionnant qui fait écho au premier webinaire qu'on a fait avec d'une part Pfeiffer qui a vraiment tout fait pour mettre en place des mesures pour continuer son activité, et d'autre part le webinaire qu'on avait fait sur la mobilisation des salariés. Entre-temps, nous sommes allés plus sur les mesures d'aide. Donc là, nous sommes revenus un peu aux fondamentaux pour continuer son activité. Et la semaine prochaine, on se projettera sur l'après avec des mesures d'aide effectivement plus sur pour aider sur le rebond, avec d'une part les dispositifs de la région qui ont été reconfigurés en accompagnement flash. C'est TESAM qui les porte et qui animera le webinaire. Donc, accompagnement sur le performance et innovation, mais vraiment en format très court et très aidé pour les PME. Donc ça, c'est mardi à 17h30. Et d'autre part, jeudi à 11h, nous aurons donc en commun avec Digital League un webinaire sur comment passer d'une usine Lean à une usine 4.0 avec un témoignage de Domis, qui est une filiale de Somfy. Donc, vous voyez, on est déjà on se projette un petit peu au-delà. On va redonner du positif. Pour ça, il faut avoir continué son activité, bien évidemment. Et on parlera la semaine suivante avec les banques, Crédit Agricole et banques populaires. Donc, merci à vous tous. Et bien sûr, on reviendra sur le sujet du capital immatériel avec Generali. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à Perrine pour l'organisation. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
Merci, au revoir. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.